Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Bon les jeunes, je vais vous rendre vos notes. Encore une fois, du bon et du moins bon. Il a tenu 100 jours à Matignon. Bayrou, 10. Ah, le temps passe vite quand on s'amuse, hein. Voilà, c'est pas mal, pas bien, moyen, quoi. Ce que je mets aux parents. Oh, pour celui-là, plus rien à faire. You're in no position to dictate what we're gonna feel. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là? Trump va annoncer ce qu'il voulait tout de suite en disant « Moi, je veux faire la paix en Ukraine. » Qui dire aux parents d'en faire un autre, c'est bon, ça. Quelle indignité. You're gambling with World War III. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là à la fin de l'année? Et voilà le sommaire. On va parler bien sûr du bilan, s'il est question de bilan en fait, des 100 jours de François Bayrou à Matignon, avec Guylain Benessa, avocat et auteur de On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur. Ensuite, notre invitrice à 12h30, Rachid Nekaz, homme d'affaires et homme politique algérien qui a connu aussi la prison en Algérie. On va évidemment parler de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison par le régime algérien. Et puis à 13h, Pierre Lelouch, ancien ministre, ancien député, spécialiste des questions internationales, sera avec nous pour parler bien sûr du sommet de la coalition de Macron hier à Paris, mais aussi des derniers développements entre Trump, Poutine et Zelensky à propos de l'Ukraine, guerre et paix. Ce sera avec Pierre Lelouch à 13h. Si vous souhaitez bien sûr nous appeler, réagir, le standard de Sud Radio 0826 300 300. On marque une courte pause et on commence l'émission. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La semaine prochaine, Sud Radio vous emmène au bord de la plus belle baie du Pays Basque. À Hendaye, aux portes de l'Espagne, l'hôtel résidence 4 étoiles Ibaya et Sud Radio vous offrent votre séjour de 2 nuits pour 2 personnes. Entre Pins Maritimes et Océans, offrez-vous une parenthèse détente. Pour jouer, écoutez dès lundi le Grand Matin Sud Radio de 7h à 9h et tentez votre chance. Sud Radio, parlons vrai. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous faire des économies sur les produits que vous aimeriez manger plus souvent. Grâce à votre carte Waouh, gagnotez 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles, comme la boucherie, la poissonnerie, les fruits et légumes, la fromagerie ou la boulangerie. Mais alors du coup, tout le frais à moindre frais. Auchan, le choix, le bon. Valable hors week-end dans vos magasins et drive Auchan participants. Modalité détaillée en magasin ou sur Auchan.fr. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. Et chérie, pour les vacances avec les enfants... Oh, j'ai trouvé le lieu idéal. Le camping La Sirène 5 étoiles à Argelès-sur-Mer. Il paraît qu'il est équipé d'un immense complexe aquatique. Avec 2 piscines couvertes et chauffées et des toboggans géants. Les petits vont adorer. Il y a même un club enfant, des cours d'aquabike, du tir à l'arc, des comédies musicales et de nombreuses autres animations, même en basse saison. On réserve notre mobil-home? On va profiter des tarifs attractifs de la basse saison avec les forfaits week-end et midweek. Infos et réservations sur camping-lasirène.fr. Du tout-terrain à tout petit prix chez Intersport. Hey l'équipe, au rayon vélo électrique, une idée pour un client qui aime rouler en ville comme à la campagne? Le crossover Nakamura, avec lui, tout roule. Eh ben si tout roule, ça roule. Chez Intersport, jusqu'au 13 avril, le vélo électrique adulte Crossover V Limited Nakamura est à 1199,99€ au lieu de 1599,99€, soit 400€ de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Nakamura est le meilleure marque de vélo électrique. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Aux portes de l'Espagne, l'hôtel résidence 4 étoiles Ibaya Hendaye vous accueille pour une nouvelle saison. Face à la plus belle baie du Pays Basque, Ibaya est l'endroit chic et nature où se ressourcer. Piscine extérieure, solarium, bar-restaurant, salle de fitness, en duo ou en famille, Ibaya Hendaye, votre QG tendance. Infos et réservations sur hotelibaya.com. Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia. Chez Renew, nous sommes certains de la qualité de nos voitures d'occasion reconditionnées et certifiées par nos experts, avec jusqu'à 150 points de contrôle. Alors, avec la garantie 5 sur 5, nous étendons votre garantie jusqu'à 5 ans à partir de 5 € par mois seulement. Prestation optionnelle avec extension garantie constructeur et assistance, souscrite avec contrat de location avec option d'achat. Si accordiaque. Offre à particulier dans réseau participant pour véhicules d'occasion de moins de 5 ans et 120 000 km. Voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. Alors Louise, ça y est? On se lance dans les grands travaux? Oui, mais trop grand pour moi, je crois. Attendez, on va se lancer. Jusqu'au 13 avril, pour les 45 ans Monsieur Bricolage, la peinture murale inventive 10 litres blanc mat est à seulement 19,90€, soit 1,99€ le litre. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos avocats ont tout d'un très bon avocat. Même préparé en un délicieux guacamole, ils n'empêcheront pas un invité de vous sortir un « Ah ouais, tu le fais comme ça, toi? C'est pas mieux avec du cumin ?» Oui, vraiment. Nos avocats ont tout d'un très bon avocat, mais à prix discount. 75 centimes seulement la pièce. Oui, 75 centimes et pas un de plus. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, variété As, offre valable jusqu'au samedi 29 mars, origine et info sur aldi.fr. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre premier invité est Ghislain Benessa, avocat, auteur de On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors, on marche sur la tête depuis 100 jours, mais bien avant. Avec vous, on souhaitait faire le bilan des 100 jours de François Bayrou. C'était le week-end dernier. 100 jours qu'il est à Matignon, c'est déjà plus que Michel Barnier. Mais que s'est-il passé pendant ces 100 jours ? Écoutez, au risque d'être un brin provocateur, rien du tout. C'est-à-dire que, en fait, c'est très simple, le bilan de l'affaire Bayrou, il correspond au style François Bayrou, il correspond à l'agenda François Bayrou, c'est-à-dire à éteindre le feu, à gagner du temps sur tous les sujets, que ce soit les mises en cause personnelles avec Bétaram, que ce soit évidemment les questions ukrainiennes ou sur laquelle Emmanuel Macron en fait est le chef, c'est lui le maître à bord, ou que ce soit la politique intérieure, il est là pour gagner du temps. Et je vais vous dire, vous l'avez dit à l'instant, le bilan de François Bayrou, c'est qu'il a gratté une journée de plus par rapport à Michel Barnier. Barnier fait 99 jours, François Bayrou plus de 100. Je ne sais pas si un bilan de Premier ministre, c'est le nombre de jours passés à Matignon, mais pour l'instant, sur ce strict plan, il a fait mieux que son prédécesseur. Et il en est fier, il avait fait une petite vidéo d'autopromo sur ces 100 jours, sur une musique dramatique, montrant qu'il était là, mobilisé. On se rappelle, lui rappelait le cyclone, évidemment, à Mayotte, et l'Ukraine et tous les dossiers de crise qu'il gère. Il a un style particulier, François Bayrou, c'est qu'il communique peu, et qu'il laisse quand même assez de liberté au ministre. On a l'impression que chacun est en train de préparer dans son coin 2027. Je pense notamment à Bruno Retailleau, qui vise la présidence des Républicains, mais aussi Gérald Darmanin, qui est très présent dans le champ médiatique. Est-ce que ça arrange pas tout le monde finalement, les oppositions, les ministres et même Emmanuel Macron, d'avoir François Bayrou à Matignon? Mais je vous rejoins complètement. François Bayrou, vous savez, si on avait voulu le censurer, si le RN ou peu importe, si la classe politique avait voulu le censurer, le problème il est simple, c'est que vous avez face à vous, je trouve, et ça fait longtemps qu'il agit de cette façon-là, quelqu'un qui, sur le fond, revendique une forme d'absence de dureté, une forme de souplesse sur tous les sujets, c'est un animateur de géo, c'est un géo du Club Med. Donc, ce que fait François Bayrou, c'est qu'il anime une équipe, il tranche de temps en temps, mais pas trop. Il essaye d'avoir un peu de fermeté, mais de temps en temps, mais pas trop. Il essaye de mettre de l'ordre dans la baraque de temps en temps, mais pas trop. Et au fond, tout le monde s'aperçoit que c'est une espèce de personnage assez tranquille qui ne fait finalement, vous savez, c'est très simple, depuis 100 jours, il nous répète inlassablement qu'il n'est pas parisien, que c'est un homme du terroir, qu'il vient de Pau, qu'il a les pieds bien dans le sol. Et ça suffit à gagner du temps parce que finalement, on a l'impression de ne pas avoir le grand censeur face à nous. Mais d'ailleurs, il est souvent à Pau, au conseil municipal, il n'a pas lâché cette affaire. Lui qui était contre le cumul des mandats est tout à fait contre dorénavant, et il passe plus de temps à Pau qu'à Matignon, on a l'impression, avec en plus cette affaire Bétaram, qui est devenue quand même la bête noire, où il est avéré qu'il a menti plusieurs fois, et malgré ça, il arrive à s'en sortir. C'est encore une fois assez étonnant. Vous savez, quand on fait de la politique, il y a deux façons d'en faire. Soit vous êtes un homme rugueux, un homme dur, mais du coup, un homme dur et rugueux, il porte le flanc à la critique et il impose les regards braqués sur lui. François Bayrou, il a une stratégie exactement inverse, il est l'homme sous le tapis. C'est-à-dire que il rêvait d'être Premier ministre, il l'est devenu tardivement, plus personne ne l'imaginait. Il est à la tête de l'équipe, il essaye surtout de ne pas trop prendre les coups. Et ce qu'il fait, c'est qu'il gagne du temps à un moment où finalement, Emmanuel Macron lui-même a repris. Il est de nouveau sur le devant de la scène, grâce, on va dire, au péril ukrainien ou au péril russe. Donc, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a retiré la couverture à lui en utilisant adroitement les événements internationaux, la géopolitique, et en même temps, François Bayrou, il peut d'autant plus se cacher sous le tapis parce que il disparaît vu que le chef de l'État retrouve la lumière. Et vous disiez à l'instant, très justement, tout le monde est content.
Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a finalement un homme de paille qui ne prend guère de place et qui lui permet, lui, de reprendre toute la place sur la scène internationale. Et en même temps, François Bayrou, l'homme tranquille, qui au moment même, et là je pèse mes mots, où nous avons l'affaire Betaram, une crise des finances publiques qui n'arrête plus, une découverte d'une dette abyssale, je veux dire, qui relève il y a un vrai cas de conscience, un cas moral, un cas juridique, enfin c'est un truc de fou, excusez-moi de lire comme ça. Et nous avons évidemment tous les chantiers intérieurs, c'est-à-dire les retraites sur lesquelles il a joué, la carte du conclave. Je veux dire, le conclave, c'est-à-dire gratter du temps, laisser les gens à table en espérant miraculeusement que la fumée blanche sorte à la fin du conclave. Il joue la montre et pour l'instant, ça lui donne plutôt raison. Oui, parce que c'est une stratégie qu'a fait Emmanuel Macron aussi, le grand débat, enfin, parler, faire des annonces, c'est aussi la stratégie Macron, quel que soit le dossier. François Bayrou, lui, ça fait 50 ans qu'il fait ça en politique. Je crois qu'il n'y a même pas une loi qui porte son nom. Il a été pourtant ministre. Le Haut Commissariat au Plan, on se rappelle aussi, alors là, c'était beaucoup plus de 100 jours, mais un bilan inexistant également dans ce poste fictif de Haut Commissaire au Plan qui a été supprimé sans le dire en fusionnant avec France Stratégie. Ah mais complètement, vous savez, c'était simple. Michel Barnier a sauté à l'automne, enfin automne-hiver, et la question c'était de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et finalement, je vais vous dire, vu que c'est à la mode, utilisons le terme, François Bayrou était l'homme du remplacement, c'est-à-dire c'est le petit remplacement François Bayrou, c'est-à-dire que on l'a pas vraiment remarqué, mais il est là. Il ne focalise pas vraiment de difficultés, il est là quand même. Et effectivement, vous avez totalement raison. François Bayrou n'a guère laissé de traces auparavant et il ne laisse guère de traces aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons pensé, ou Emmanuel Macron sait parfaitement qu'il est dans une période de transition et qu'avec François Bayrou, il est un homme de transition qui correspond à sa façon de gérer les affaires intérieures, c'est-à-dire, et vous avez raison, gagner du temps, lâcher des annonces, attendre que ça se concrétise et ne jamais rien faire finalement qu'il laisse sa trace. Parce que laisser la trace, c'est prendre un risque. Prendre un risque, c'est assumer une décision. Assumer une décision, c'est être un chef de navire. François Bayrou n'a jamais vraiment été un chef de navire. Il était l'homme d'une clique de notables qui à l'époque s'appelait l'UDF, devenu le MoDem. Il était l'homme d'un centrisme qui a toujours été l'absence de prise de risque et de prise de décision dure. Au fond, il est très cohérent avec son œuvre politique, ou plutôt son absence d'œuvre politique, dont il ne restera pas grand-chose, si ce n'est c'est un homme de la rouerie, du compromis, voire de la compromission. C'est un homme de la 4e République, en 2025 à la tête du gouvernement français. Oui, mais ça arrange bien les députés de non-majorité, d'opposition de chaque formation, qui se retrouvent pour ne pas censurer François Bayrou, qui a présenté un budget qui est le même en pire de celui de Michel Barnier, c'est-à-dire un budget qui ne résout pas le problème de l'endettement, de la surdépense de l'État, et qui continue à faire comme si tout allait bien. Moi, j'ai l'impression, et je pense pas être le seul à avoir cette impression, de voir l'orchestre qui joue sur le pont du Titanic alors que le bateau coule. Mais vous savez, quand François Bayrou a été nommé, j'en parlais à une antenne, il me semble pas que c'était chez vous, mais j'étais une petite tablée, j'étais le seul à m'inquiéter de la nomination de Bayrou en me disant c'est quand même fou quand, en une situation de crise et de péril, on est François Bayrou. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que plus le péril est devant nous, plus le mur de la dette est lourd, plus le danger est parmi nous. C'est un moment où on sent que tout revient. Le vent de l'histoire souffle très très fort. Au moment même où le vent de l'histoire souffle, nous avons choisi, ou Emmanuel Macron a choisi, un homme sans odeur, sans aspérité et sans prise de décision comme ADN personnel, si je peux dire. Et effectivement, on a le sentiment que le paradoxe s'incarne de plus en plus avec François Bayrou. On a le sentiment que tout fiche le camp, que la situation impose une urgence invraisemblable et qu'au moment même où l'urgence frappe, on a un homme du compromis, du temps long, du réconfort, de la stratégie de l'escargot, au moment même où tout fiche le camp à la vitesse de l'éclair. Si je puis dire, vous savez, le partage est un peu simple, un peu binaire, mais au moment même où aux États-Unis ils ont voté un homme, on va dire, à la casquette rougeoyante et au style flamboyant, alias Donald Trump, qui veut tout casser et aller le plus vite possible contre les juges, je veux dire aux États-Unis actuellement, nous avons un gouvernement piloté par un homme qui volontairement a toujours choisi la stratégie de l'usure, du temps long, des petits pas, cher à Jean Monnet et à tous les Européens et les centristes, etc. Vous voyez, on a deux salles, deux ambiances, deux façons de faire de la politique.
Oui, mais ça contraste aussi avec les annonces d'Emmanuel Macron qui veut prendre le leadership sur le dossier ukrainien, qui passe son temps maintenant à faire des sommets pour l'Ukraine, qui ne parle plus de la dette et de son bilan calamiteux. On a l'impression d'une course en avant aussi pour éviter de se confronter à la réalité, c'est-à-dire un pays en faillite, une désindustrialisation qui continue, un chômage de masse et aucune solution de la part du politique, si ce n'est plus de taxes. Parce que, sans le dire, arrivent des hausses de taxes ça et là, des réflexions sur de nouvelles taxes, et personne ne veut en parler. On attend tous évidemment les débats de l'automne où il y aura sans doute une censure, mais que de temps perdu. Ah mais oui, peu de temps perdu, mais que de temps perdu au profit d'un agenda intérieur et extérieur relatif à Emmanuel Macron et à François Bayrou qui avance bien. C'est-à-dire que vous avez complètement raison. Emmanuel Macron, on va préciser la chose. Il y a 3 mois, même pas, il y a 2 mois, Emmanuel Macron faisait l'objet d'une tempête réelle et tout le monde réclamait plus ou moins sa tête. En tout cas, c'était dans François Bayrou, on l'imaginait tenir peu de temps, la question se posait, etc., etc. Je ne vais pas rejouer les débats. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est vu à l'international, semble-t-il, comme le sauveur, comme l'homme qui avait raison depuis le début, comme l'Européen qui fédère les énergies désormais. Donc, c'est la carte qu'il joue, et en parallèle, François Bayrou, de la même façon, semble être le pompier sympathique de Pau venu à Paris pour éteindre les incendies. Ouais. Enfin, éteindre les incendies, pas spécialement. Il y a quand même un point au bilan de François Bayrou, c'est qu'il a eu à l'usure Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui ne supporte pas la méthode de François Bayrou et qui lui avait prévu de partir de ce poste et qui profite de Bayrou, qui voit très bien lui où va le pays, dans le mur, et qui décide de s'exfiltrer à la Société Générale. Ah, mais oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, je pense que c'est une décision qui n'est pas assez discutée. Elle est passée un peu sous le tapis. Non. C'est absolument fou ce qui s'est produit. Il faut bien comprendre que la plupart des politiques ont un homme lige avec eux durant des années. Je veux dire, on le sait tous. On a Mitterrand a fait cela. Jacques Chirac avait plusieurs hommes liges. On le sait. Emmanuel Macron est soutenu mordicus par Alexis Kohler depuis son passage au ministère de l'économie. Ça fait des années qu'il est avec lui. À Bercy, exactement. 10 ans. Exactement, 10 ans. C'est un binôme qui marche, c'est une affaire qui dure. Et Alexis Kohler, au moment où on arrive dans le money time de la présidentielle, au moment même où effectivement la question ukrainienne prend encore plus d'importance, où Emmanuel Macron, je veux dire, quitte la France toutes les 5 secondes pour nous inventer des sommets. À ce moment-là, son conseil, son âme damnée disparaît, notamment, semble-t-il, grâce, ou plutôt par la cause de François Bayrou. Effectivement, à mon avis, cette décision-là témoigne je pense, de quelque chose qui se produit au plus haut sommet. Emmanuel Macron avait déjà fait l'objet, vous vous rappelez, d'articles assassins plus ou moins dans le monde, qui était une enquête sur notamment les boys de la présidence, les boys. En décembre, c'était autour de Noël, Le Monde avait balancé avec des sources anonymes sur ce qui se disait à l'Élysée, avec des mots assez crus sur Matignon, la cage aux folles, etc., etc. Exactement. Et je pense que là, ça sent quand même le règlement de compte, les sombres affaires au plus haut sommet, si je puis dire, qui ont abouti à la démission d'Alexis Kohler, qui suivait Macron depuis 10 ans. On sait pas aujourd'hui exactement ce que ça va recouvrir, mais ça signifie qu'il y a turbulence à l'Élysée, alors même qu'on fait fondamentalement comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de dette, comme si tout n'était pas en crise, pour mieux jouer la carte de l'international. Vous savez, sur le fond, Emmanuel Macron a trouvé quelque chose de formidable dans son stratagème. Il fait comme s'il cohabitait, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe que des affaires internationales, étrangères, alors même qu'en réalité, il ne cohabite pas du tout, puisqu'il n'a pas d'opposition réelle au sein du gouvernement. Il est quelque part presque sur un nuage, il fait ce qu'il veut à l'extérieur, et il est rassuré sur la scène intérieure, parce que les partis politiques ne réclame plus sa tête et n'ose plus vraiment de réclamer sa tête depuis maintenant quelques semaines. Ouais, ça dit l'ampleur de la crise, de ne pas vouloir voir cette crise, le déni des autruches qui nous gouverne. Une question pour conclure, est-ce que François Bayrou peut encore durer longtemps, faire illusion, ou est-ce que la censure arrive? On a vu le Rassemblement national dire qu'ils y réfléchissent, le PS aussi, après l'histoire du conclave des retraites. Est-ce que ces jours sont comptés, ou est-ce qu'il peut tenir jusqu'en 2027? Vous savez, au conclave des retraites organisé par Bayrou répond le conclave des partis politiques. Ça fait 3 mois que les partis jouent le cadre d'un espèce d'immense conclave en se disant est-ce qu'on le débranche ou non. Chaque jour qui passe, François Bayrou a gagné du temps. Il gagne du temps, il en gagnera encore. Alors, je veux pas aller trop vite en besogne, mais je pense quand même que si Emmanuel Macron parvient à
à verrouiller la situation internationale en disant c'est soit Poutine à Paris avec les chars russes, soit et donc le désordre ou la guerre, soit rien du tout. C'est-à-dire la carte personnelle de se poser comme grand garant. Je suis sceptique sur le fait qu'à terme, il n'y ait pas un effet sur les partis disant qu'ils oseront encore moins déstabiliser la scène intérieure. Donc, je pense que François Bayrou et Emmanuel Macron ont un gros avantage, c'est qu'ils ont de façon parallèle le même agenda. C'est-à-dire gagner du temps. Si cet agenda-là se concrétise des deux côtés, je ne vois pas pourquoi François Bayrou, qui n'aura pas été débranché plus tôt, ne finira pas par ne pas être débranché plus tard, voire trop tard. Donc il gagne du temps, plus il en gagne, plus il en gagnera. Et plus on en perd, et plus le pays s'enfonce dans une crise qu'on ne dit pas, et que les médias taisent malheureusement. On parlait de la dette, évidemment, ici sur Sud Radio, avec nos invités. Merci beaucoup, Guilain Benessa. Je rappelle, vous êtes auteur de On marche sur la tête aux éditions de L'Artilleur. On a essayé de faire ce non-bilan de François Bayrou, les 100 jours à Matignon. Et puis on va parler dans un instant, dans l'édito, d'un prévenu célèbre qui a été devant les juges pendant des semaines, Nicolas Sarkozy. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Quelle indignité. Ah, quelle indignité. Vous vous souvenez tous de cette phrase de Nicolas Sarkozy quand on lui posait la question sur ce financement libyen de sa campagne de 2007 avec l'argent de Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi qui devait périr sous les bombes d'une coalition en 2011, peu de temps après. Et alors là, on a eu des semaines d'un procès avec d'un côté le clan Sarkozy et de l'autre côté le clan Kadhafi. Des carnets, des témoignages, des preuves, des virements de plus de 400 000 euros, de l'argent liquide, en veux-tu, en voilà. Et le réquisitoire est tombé hier et il est assez dur. 7 ans de prison ferme pour Nicolas Sarkozy, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Et pour Claude Guéant et Brice Hortefeux, c'est également des peines assez lourdes qui ont été requises par les procureurs. Nicolas Sarkozy, évidemment, clame son innocence. Il a écrit sur X un post expliquant que le parquet national financier persiste depuis 13 ans, a essayé par tous les moyens possibles de prouver ma culpabilité dans l'affaire du prétendu financement libyen. Les juges parlent de faisceaux d'indices concordants assez graves. Aucun des faits mis à jour et souligné par ma défense durant l'audience devant le tribunal correctionnel ne pouvait ébranler ce postulat idéologique de base. Lui se dit victime de la République des juges, en quelque sorte, alors que de nombreuses preuves, malheureusement, sont présentes au dossier. Il continuera à se battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal. Tribunal, il en parlait d'ailleurs, c'était à Bordeaux en 2014. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il en a eu d'autres, des sorties. Rappelez-vous, on va l'écouter, Nicolas. Le primo-délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. Discipline stricte. Qu'est-ce qui va attendre Nicolas Sarkozy? Il va évidemment se défendre jusqu'au bout, mais on est dans une république quand même incroyable où un ancien président de la République se retrouve devant les juges pour un fait de corruption massive avec un responsable politique étranger, Mouammar Kadhafi, responsable de l'attentat du DC-10, du TA, qui avait coûté la vie à de nombreux Français. On a Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, pris dans l'affaire de conflit d'intérêts avec MSC, qui démissionne et qui ne répondra pas à la commission des finances, qui souhaitait l'entendre sur le dérapage des comptes publics. On a Emmanuel Macron, qui ne répondra pas non plus sur l'affaire Arabelle et sur l'affaire Alstom. Bref, on est un pays quand même formidable, et les gens continuent de dire soutien à Nicolas Sarkozy. Évidemment, nous attendons la décision de la justice. Il est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Ma voix, excusez-moi pour ce petit glitch, bug technique, on aurait dit Elon Musk qui sait plus où se mettre. Ça va mieux, excusez-moi Rachid Nekaz, merci d'être avec nous. Bon rétablissement, merci pour votre invitation. Ça va mieux. Vous êtes homme d'affaires, homme politique algérien, vous aviez déjà défrayé la chronique il y a de ça quelque temps. Vous connaissez la prison en Algérie, vous avez fait 4 ans de prison pour un délit d'opinion, vous vous êtes présenté à la présidence algérienne, enfin vous avez été empêché de vous présenter, mais vous souhaitiez vous présenter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Boualem Sansal, évidemment, ressortissant
Français qui est retenu en Algérie et qui vient d'être condamné à 5 ans de prison. Qu'est-ce que ça vous évoque de voir l'histoire se répéter et ces délits d'opinion systématiques de l'autre côté de la Méditerranée? Merci encore pour votre invitation, monsieur Axel Poulain. Vous savez, l'Algérie n'est pas le pays des droits de l'homme. L'Algérie est le pays des martyrs. 5,5 millions de martyrs de la colonisation française. La France est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de l'état de droit. Vous savez, en Algérie, quand on condamne un homme à 5 ans, à vrai dire, ce n'est pas significatif. Pour une raison simple. À mon niveau, j'étais condamné à 6 années et demie de prison. Et grâce à l'intervention du président actuel, monsieur Abdelmajid Tebboune, qui m'a accordé 3 grâces présidentielles, j'ai pu enfin retrouver ma liberté et ma famille à partir du 18 janvier 2023. L'Algérie, ce n'est pas facile. Le président est certes le chef de l'État, mais il doit composer avec son gouvernement, avec des forces à l'intérieur du système algérien, un peu comme Emmanuel Macron, qui est obligé de composer avec des hommes politiques qui appartiennent à d'autres tendances politiques, comme M. Bruno Retailleau, qui fait partie des Républicains. Ce qui signifie que si on veut obtenir quelque chose de l'Algérie, il faut être un peu plus diplomate. Donc ce qui arrive à M. Boualem Sansal, qui est un auteur algéro-français, il vient d'être français il y a à peine 9 mois. Moi, j'ai été français pendant 40 ans. Et j'ai dû renoncer à ma nationalité française en 2013 pour essayer d'être candidat à la candidature aux élections présidentielles algériennes. Mais ce qui me choque, c'est que je suis né français, j'ai vécu 40 années en France. Aucun intellectuel français, aucun journaliste français, aucun homme politique français, aucun juge français n'a demandé ma libération. Quand je vois le tsunami médiatico-politico autour de la libération de Boualem Sansal, je m'interroge, y a-t-il 2 poids, 2 mesures au sujet de cette République française, au sujet de l'état de droit français? Ou alors quand on s'appelle Boualem et qu'on est devenu français, ça mérite, j'aimerais dire, toutes les divisions de la France qui viennent à son secours, et quand on renonce à sa nationalité comme moi, c'est-à-dire Rachid Nekaz, dans ce cas-là, on l'oublie et on le laisse crever. Vous savez ce qui me désole le plus, monsieur Alexis Poulain, c'est que pendant que j'étais en prison en Algérie, pendant que j'étais malade d'un cancer de la prostate en Algérie, la justice française en a profité pour me condamner par défaut. 18 mois de prison, a saisi tous mes biens, bloqué tous mes comptes bancaires, et en plus de ça, a délivré un mandat d'arrêt international contre moi et mon épouse. Et là, je me suis dit, Rachid Nekaz, auteur de 6 livres, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7 et le président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, qui est oublié et en plus de ça, cloué au pilori par la justice française, et Boualem Sansal, telle une fleur du mal, chère à Baudelaire, qui mérite tous les égards. Que se passe-t-il dans la France de Voltaire, monsieur Alexis Poulain? Peut-être la question que vous, il y avait un passif, comme vous le dites, le fait d'avoir renoncé à la nationalité française. Vous avez aussi essayé de vous présenter à la présidentielle en France, il me semble. J'ai essayé d'être candidat à la candidature en 2007. C'est ça, absolument. Donc peut-être. Est-ce que c'est un crime de lèse-majesté? Absolument pas. Ça devrait être possible à tout citoyen français, hein, si nous étions dans une république fonctionnelle. Et donc vous avez vu ce mépris finalement, comment vous jugez la façon dont la France vous a traité après ce refus de nationalité française? Je crois qu'il y a 2 raisons. En tout cas, j'ai essayé de comprendre un peu cette attitude un peu d'indifférence totale et surtout de stigmatisation intégrale. La première chose, c'est qu'à partir de 2010, j'ai commencé à payer les amendes des femmes qui portaient librement le niqab dans 8 pays européens. Oui. Mais le débat du voile, il est toujours sur le devant de la scène. Hein. Il est revenu dans le sport ces temps-ci. Et vous étiez un militant pour le port du voile. Non, pas pour le port du voile, pour la liberté. La liberté de le porter ou de porter le voile en Europe, ou de ne pas porter le voile en Iran. J'ai fait libérer le 8 mars 2018 29 femmes iraniennes qui refusaient de porter le voile dans l'espace public, et avec l'aide de maître Nesrin Sotoudeh, qui a beaucoup souffert en Iran, nous avons réussi à les faire libérer. Donc j'ai une attitude voltairienne. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab en 2018. Donc je crois que ça, c'est la première raison qui pourrait expliquer l'indifférence. Et la deuxième raison, c'est que j'ai remis en question des contrats de gaz et de pétrole entre l'Algérie et Total, car la multinationale Total a fait pression sur l'État algérien en
carrément en utilisant l'arbitrage international pour faire plier l'Algérie. Et depuis 2018, Total bénéficie de 25 années de gaz gratuit et de 25 années de pétrole gratuit. Ça aussi, c'est la réalité. Et c'est ce qui fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron est si doux avec le gouvernement algérien. C'est ce contrat avec Total, entre autres, ou il y a d'autres dossiers dont la population française devrait être au courant pour comprendre pourquoi la France est si affaiblie face à l'Algérie, en quelque sorte, dans ce bras de fer actuel. La France n'est pas du tout affaiblie. La France bénéficie à des atouts extraordinaires pour faire plier l'Algérie. Mais elle ne le fait pas. Elle le fait, la preuve, elle a refusé à plus de 800 dignitaires algériens l'accès au territoire français, c'est-à-dire l'accès à leurs appartements, l'accès à leurs comptes bancaires. Et la France a menacé de poursuites judiciaires ces dignitaires, notamment pour biens mal acquis. Et à ce sujet, depuis 2016, j'ai manifesté devant un bien mal acquis d'un ancien ministre algérien qui s'appelle Abdeslam Bouchoualeb, qui était ministre de l'Industrie et ami très proche d'Emmanuel Macron. À l'époque, lorsque nous manifestions, il y avait 200 policiers français pour protéger l'appartement au 21 quai Montebello de M. Bouchoualeb, juste en face de Notre-Dame. Et la France vient, à peine une semaine, de refuser l'extradition de ce ministre corrompu qui a été condamné en Algérie à 5 peines de 20 années de prison. Donc la France, qui réclame la libération de Boualem Sansal, refuse d'extrader un ministre algérien hautement corrompu, avec des preuves éclatantes. Ce double discours, le peuple algérien a du mal à le comprendre. Comment se fait-il que la République française soutienne un ministre algérien très, très, très corrompu? Mais comment se fait-il alors ? Alors, ce ministre a rendu service à la France, notamment des entreprises comme Lafarge, comme Renault, comme BNP, comme Total. Il a beaucoup aidé les intérêts français et je crois qu'il est important que l'opinion publique française comprenne que si l'Algérie a du mal à accepter qu'un homme qui a remis en question l'intégrité territoriale de l'Algérie soit remis en liberté, c'est parce que, justement, la France refuse d'extrader ce ministre algérien corrompu, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à la fois aux autorités algériennes et aux autorités françaises d'échanger l'auteur algéro-français Boualem Sansal contre cet ancien ministre très corrompu qui passe des jours très paisibles sur la Côte d'Azur. Quand on est condamné à 100 années de prison, c'est un peu dommage, vous ne trouvez pas ? Et comment a été reçue votre proposition par les autorités françaises et algériennes ? Alors, la France refuse, car la France ne veut pas extrader ce ministre algérien, malgré une convention d'extradition signée en 2019 entre les deux pays. Et l'Algérie ne comprend pas ce deux poids, deux mesures français. Et je crois que c'est important que l'opinion publique française comprenne que cette affaire Boualem Sansal, elle est pas si claire que cela. Car Boualem Sansal était l'adjoint de M. Abdeslam Bouchoualeb lorsqu'il était directeur de l'industrie au ministère de l'Industrie en Algérie. Donc ces deux-là forment une équipe. Donc l'Algérie voudrait récupérer le ministre, à condition, bien sûr, que le deal soit accepté. Donc en fait, oui, c'est un tribut contre une extradition de ce ministre, c'est ce que vous nous dites. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé entre la Russie et les États-Unis le 1er août 2024. La Russie a échangé 16 prisonniers contre 8 prisonniers. Donc c'était 8 prisonniers russes, 16 prisonniers américains. Et cela s'est fait très bien. Notamment, il y avait un journaliste, donc un de vos confrères du Wall Street Journal, M. Gerkovitch, et ça s'est très bien passé. Donc je ne vois pas pourquoi, entre deux pays souverains, la France et l'Algérie ne pourraient pas faire comme la Russie et les États-Unis. La France récupère Boualem Sansal et l'Algérie récupère son patron, M. Abdeslam Bouchoualeb. Et qu'est-ce que d'autre pourrait être fait pour apaiser les relations entre la France et l'Algérie actuellement ? Qu'est-ce que vous voyez comme point de progrès possible ? Vous savez, la raison de la rupture, c'était le 30 juillet 2024, lorsque de façon unilatérale, en violation de la légalité internationale des Nations Unies, dont la France est garante, car la France est membre permanent du Conseil de sécurité, donc Emmanuel Macron avait reconnu la marocanité du Sahara occidental. C'était très étonnant, car jusqu'à maintenant, la France avait toujours dit
que la solution à ce problème-là devait se faire dans le cadre des Nations Unies. J'ai proposé, en tout cas j'ai formulé une proposition depuis 2014 qui consiste à une double souveraineté entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental pendant une période de 10 années. Et j'avais demandé le soutien des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France, et la France n'a jamais daigné y répondre, alors que c'est une solution qui pourrait arranger tout le monde, mais la France ne cherche pas à arranger les choses en Afrique du Nord. La volonté de l'État français, que je distingue de la République française. La République française, elle est respectueuse de l'État de droit, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais l'État français a d'autres intérêts. Et l'État français ne souhaite pas qu'il y ait l'Union nord-africaine. L'État français ne souhaite pas que Alger et Rabat puissent s'entendre pour créer un climat de prospérité et de démocratie. Et en cela, j'attire votre attention sur le fait que je suis pour la remigration positive, à la fois des Algériens et des Africains dans leur pays d'origine, pour à la fois développer l'économie et pour consolider l'état de droit. Car quand nous avons plus de la moitié de l'élite africaine qui se retrouve aujourd'hui en France ou en Europe, comment voulez-vous développer l'Afrique ? Comment voulez-vous développer l'état de droit ? C'est absolument impossible. Et mon exemple concret d'un homme qui a voulu consolider l'état de droit en Algérie et qui s'est retrouvé en prison est la démonstration que nous avons besoin de ces élites de la diaspora afin qu'elles retournent en Afrique, qu'elles fassent baisser cette pression migratoire en France qui favorise les extrémistes de tous bords. Et je crois que ce serait sain, ça serait un New Deal, que la France accepte de favoriser cette remigration positive tout en renégociant les contrats avec Total. Car nous avons besoin d'argent c'est bien pour récupérer les 5 millions d'Algériens, pour les loger, pour les scolariser, pour les hôpitaux, pour les routes, pour les infrastructures. Donc je crois que la France a tout intérêt à renégocier des contrats de gaz et de pétrole avec l'Algérie, de façon à permettre sur une dizaine ou une vingtaine d'années la remigration, d'abord des cadres, ensuite de la classe moyenne, et après les OQTF et ceux qui sont dans les prisons, car, pour la petite histoire, j'ai passé 75 jours à la prison de Fresnes, car autant la France a réclamé la libération de Boualem Sansal, autant la justice française m'a emprisonné, et je me suis rendu volontairement à la justice française le 5 octobre 2023. Certains ont peur des prisons, je n'en ai pas peur, car il faut assumer et respecter toutes les justices, que ce soit la justice française ou la justice algérienne. Et je crois que c'est dans le respect qu'on pourra trouver un New Deal entre l'Algérie et la France. On avait ce matin sur le plateau de Sud Radio le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui parlait de la libération de Boualem Sansal. On va l'écouter. Boualem Sansal est un être humain. Oui. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, aujourd'hui, compte tenu de sa situation, il a passé 6 mois en prison. 6 mois, c'est trop pour lui. Je le dis et je le répète. J'espère de tout mon cœur qu'il soit gracié et qu'il revienne au moins retrouver son épouse qui est elle-même souffrante. Vous pensez qu'il peut être gracié, après tout ce que vous venez de dire ? Bien sûr qu'il peut être gracié, mais moi j'invite le président de la République algérienne, de la même façon qu'il m'a gracié, il peut le gracier, mais je pense qu'il faut qu'il fasse, ou plutôt qu'il lui accorde le même traitement qu'à moi, c'est-à-dire qu'il soit placé en résidence surveillée jusqu'en 2027, et ensuite, quand le climat sera détendu, il pourra revenir en France le plus tranquillement du monde. Je pense qu'il faut procéder par étapes. Si vous pouvez... oui, voilà. je pense qu'il faut procéder par étapes. Alors... J'invite le président algérien à le gracier, mais à le placer en résidence surveillée à Beaumadlet, parce qu'il a une très belle maison à Beaumadlet, jusqu'en 2027, de façon à ce que le cas Boualem Sansal ne soit absolument pas instrumentalisé politiquement. Justement, les élections en Algérie présidentielles, c'est quand les prochaines ? En 2029, normalement, en novembre 2029. Vous comptez vous présenter ? Alors pour l'instant, je n'ai pas le droit d'être candidat aux élections présidentielles algériennes. J'aurais besoin pour cela d'une amnistie du président Monsieur Abdelmajid Tebboune. Jusqu'à maintenant, j'ai bénéficié de 3 grâces présidentielles. J'ai le droit de faire de la politique, mais je n'ai pas le droit d'être candidat. À aucun poste, ni député, ni présidente. Je n'ai pas le droit d'être candidat
à une quelconque élection, que ce soit locale, législative ou nationale. Et ça, c'est à vie ou vous avez un mandat, une peine d'éligibilité qui dure quelque temps? Alors, quand on est condamné en Algérie pendant une durée de 10 années, nous n'avons pas le droit d'être candidat. Donc c'est 10 ans. Mais je continue à être militant, à écrire des livres. Là, je prépare mon 7e livre sur un plan B, le plan B que j'ai essayé d'appliquer en Afrique. Vous savez, en Afrique, on a beaucoup de difficultés lorsqu'on est opposant de concourir à une élection. Donc j'ai voulu imaginer une solution en 2019 qui n'a pas fonctionné, car à l'époque, l'ancien ministre de la Défense, M. Gaël Salah, avait annulé l'élection, car nous devions remporter l'élection présidentielle. Mais j'ai pu réussir cette stratégie du plan B en Afrique en permettant au président actuel, M. Diomaye Faye, d'être président, et surtout à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, d'être Premier ministre, car ils étaient tous les deux en prison. Donc j'ai contribué modestement à la réalisation de ce plan B qui a permis une alternance en douceur au Sénégal, et j'en suis très fier. Donc aujourd'hui, quels sont les projets de Rachid Nekaz? Vous parlez d'un livre, de ce plan B en Afrique, d'autres projets? Alors mon projet, c'est de récupérer mes 100 millions d'euros que la justice française m'a saisi à cause du général Denis Favier, qui est l'actuel vice-président de Total chargé de la sécurité. Et à l'époque des faits, c'est-à-dire en 2013, il était patron de la gendarmerie nationale. Il avait fait pression sur des locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, en les poursuivant, en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne portaient pas plainte contre moi. Et donc en ce moment, le dossier est dans le bureau du doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, M. Cyril Pacaud, et j'espère que M. Denis Favier, qui vient d'être condamné définitivement par la Cour européenne des droits de l'homme, soit aussi condamné et que la justice me rende mes biens pour que je puisse avoir une vie normale, aussi bien en France, en Algérie qu'à travers le monde entier. Oui, parce que vous êtes résident maintenant aux États-Unis, hein, c'est ça? Je suis, à vrai dire, résident en Algérie, mais j'ai un récépissé de 3 mois, vous savez. Autant la France a donné la nationalité française à Boualem Sansal. Pour ma part, j'ai un petit récépissé de 3 mois, regardez, comme un clandestin. Donc je peux être passible d'un OQTF et j'ai un visa américain pour aller aux États-Unis. Vous savez, ce qui me désole, c'est quoi? C'est quand on voit, on dit ce qu'on veut sur Trump, hein, Donald Trump. Et Donald Trump, il n'a eu aucun problème à m'accorder un visa. Et je peux aller et venir aux États-Unis sans aucun problème. Mais la France, parce que j'ai porté plainte contre M. Denis Favier, m'accorde qu'un petit papier de 3 mois. En clair, je suis en sursis en France, mais tout va bien. Mais tout va bien, vous avez le sourire et plein de projets. Merci beaucoup Rachid Nekaz d'avoir été notre invité, répondu à nos questions. La relation franco-algérienne, elle est au cœur bien sûr de l'actualité et elle va continuer à nous occuper ici sur Sud Radio. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver avec l'info, et notre invité à 13h sera Pierre Lellouche, ancien ministre, ancien député, spécialiste des questions internationales, pour parler bien sûr du sommet sur l'Ukraine hier à l'Elysée. À tout de suite. Sud Radio. Oui. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour cette dernière heure de l'émission avec notre invité Pierre Lellouche, ancien ministre, ancien député, spécialiste des questions internationales, qui a sorti l'an dernier un livre, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, chez Odile Jacob. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Monsieur Poulain. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler évidemment de l'Ukraine, puisque hier, encore un sommet international à l'initiative d'Emmanuel Macron, cette fois-ci en France, avec une trentaine d'invités prestigieux, Ursula von der Leyen comme d'habitude, Mark Rutte de l'OTAN, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Volodymyr Zelensky qui a bénéficié d'une campagne médiatique en France inédite. Et finalement, après ces 48 heures de sommet, d'informations sur l'Ukraine, très peu d'annonces. C'est une phase en vérité, c'est une phase très compliquée et une phase que je qualifierais de phase de panique pour les Européens. Ils avaient un diable qui s'appelait Poutine. Maintenant, ils ont un deuxième démon qui s'appelle Trump. Et donc, on sent une panique littérale qui s'est répandue à travers toute l'Europe,
qu'est-ce qu'on va devenir si le protecteur américain s'en va? Et comment est-ce qu'on va gérer la sortie de la guerre d'Ukraine, alors que les Américains ont explicitement indiqué que cette négociation, elle serait uniquement russo-américaine, donc sans les Européens. Une situation extrêmement inconfortable, où l'Europe perd à la fois son protecteur et se trouve exclue d'une négociation sur quelque chose qui l'intéresse au premier chef, puisque le devenir de l'Ukraine, cet espace compris entre l'Allemagne et la Russie, c'est un endroit absolument fondamental sur le plan géopolitique. Et évidemment, les conséquences de la paix auront un impact direct sur la sécurité sur l'ensemble du continent. Donc, on a une Europe qui est exclue de la négociation sur quelque chose qui la concerne directement. Les Ukrainiens aussi, d'ailleurs, sont exclus. Et c'est les Américains qui mènent la danse, alors même que vous avez vu qu'aujourd'hui même, on est entré dans une guerre commerciale. Ils ont augmenté les tarifs de 25%. Donc, qu'est-ce que font les gouvernements européens? Ils font des sommets. Et Emmanuel Macron a rapidement compris, naturellement, que l'affaire ukrainienne lui permettrait de rebondir par rapport à sa situation intérieure. Donc, il s'est réfugié dans son domaine réservé pour parler d'autre chose que la dette ou éviter les retraites et tout le reste. Et le bilan assez médiocre de ses premiers ministres successifs. Et deuxièmement, il va utiliser cette phase de l'histoire pour essayer de s'installer comme le patron de la future Europe, profitant du fait qu'en Allemagne, il n'y a pas encore de gouvernement, que les Anglais sont sortis de l'Union européenne, donc il joue à fond la carte de « je suis le patron de la future Europe sans les Américains ». Cela dit, patron avec 3300 milliards de dettes, ça fait quand même tiquer beaucoup de gens. Et une Europe qui s'endette aussi. Une Europe qui s'endette, et puis beaucoup de points d'interrogation sur qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on sent bien que du côté de Macron, l'idée, c'est d'essayer de, même si on est exclu de la table des négociations, de peser sur la négociation directement. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? D'abord, l'idée, c'est que même si les Américains coupent l'aide militaire à l'Ukraine, ce que Trump veut faire, je rappelle que Trump, il y a 2 ans, avait réussi à suspendre l'aide américaine par son poids sur les républicains au Congrès. Pendant 6 mois, tout avait été arrêté. C'était la panique en Ukraine. C'était déjà la panique. Oui. Ouais. Et il y a eu, au dernier moment, il y a eu un espèce de consensus que Trump a laissé faire. Mais clairement, ni lui, ni son vice-président ne veulent repartir sur des dizaines de milliards de livraisons d'armes en Ukraine. Ils veulent en finir avec ce conflit. Donc, qu'est-ce que fait Macron et Starmer et le reste des Européens? Ils disent, non, nous, on va continuer à aider l'Ukraine. Et il faut trouver l'argent, il faut trouver les armes. C'est pas simple du tout. Donc, c'est le premier point, on continue à les aider. Deuxième point, on veut s'assurer de la stabilité d'un éventuel accord de paix, et pour ça, il faut des garanties de sécurité. Et les garanties de sécurité, Macron dit, c'est à nous et aux Anglais de les apporter sous la forme, alors c'est là que ça devient compliqué, d'un déploiement de forces françaises et britanniques à l'intérieur de l'Ukraine. Alors, déploiement, pourquoi faire? Combien de temps? Quels sont les risques? Combien ça coûte? C'est ça. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Je suis en train de rechercher la déclaration de Macron de fin de sommet, parce que... Alors, il dit, et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il veut dire. Et Macron a donc déclaré jeudi, c'est-à-dire hier, qu'il y aurait bien des forces de réassurance. Oui, on ne sait pas ce que ça veut dire. Déployées en Ukraine, impliquant quelques États membres, parce qu'il n'y a pas d'unanimité, je cite, il n'y a pas d'unanimité sur ce point, et ces forces seraient présentes dans des endroits stratégiques déterminés avec les Ukrainiens. Elles auraient un caractère de dissuasion. Elles n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix, et elles n'ont pas vocation à être présentes sur la ligne de contact. Donc, quand on lit ça, on se dit, ok, elle n'a pas vocation d'être sur la ligne de contact, de faire du maintien de la paix. Donc, elles servent à quoi? Mais qu'est-ce qu'elles font? Et un rôle de dissuasion, ça veut dire que si jamais, en fait, ce qui veut dire, c'est ce que en langage militaire américain, on appelle le tripwire, c'est-à-dire
le fil de fer qui déclenche la détente sur une arme ou sur une mine. Vous savez, quand on met une mine au sol, on met un fil de fer invisible, et si jamais on prend le pied dedans, ça fait exploser la mine. Bon. Donc l'idée, c'est de faire un déploiement tripwire, c'est-à-dire que si jamais les Russes s'en prennent à nouveau aux Ukrainiens, il y aura des forces de 2 puissances européennes nucléaires, membres de l'OTAN, qui seraient à l'intérieur de l'Ukraine. Donc c'est extraordinairement risqué. Oui. C'est raison pour laquelle les Américains ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne couvriraient pas, protégeraient pas ces forces-là. Et que si elles y vont, ce sera hors OTAN. C'est texto, le ministre de la Défense américain, etc., a dit ça. Nous, on veut pas que vous y alliez, mais si vous tenez à y aller, vous irez sans nous. Parce que les Américains, Trump comme Biden, ne veulent pas une 3e guerre mondiale avec les Russes. Mais donc, pourquoi les Européens veulent absolument se mettre comme ça et s'exposer et provoquer d'une certaine façon les conditions d'une escalade? Parce que derrière ces troupes françaises et britanniques, il y a le risque de voir une échauffourée ou un risque d'escalade. Un risque d'escalade. Et là, c'est la guerre directe. On est déjà en guerre d'une certaine façon par l'implication budgétaire et d'armement, aussi l'aide à l'armée ukrainienne. Mais là, c'est la guerre directe. Alors qu'on n'en a pas les moyens. On n'est pas en guerre aujourd'hui. La France a donné relativement peu, et bien moins que l'Allemagne, par exemple, à l'Ukraine. Faute d'argent, d'ailleurs. L'Allemagne qui est contre le déploiement de troupes en Ukraine. Donc, l'idée, il faut remonter à l'année dernière. En février 2024, alors que la guerre commençait à s'enliser dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre d'attrition, que les Ukrainiens étaient en train de perdre, Macron a avancé l'idée d'un déploiement militaire européen et français en Ukraine. À l'époque, ça avait fait hurler des gens comme moi, notamment, et les Américains avaient dit « pas question, pas question, on ne veut pas être entraîné ». Mais ça, c'était pendant que la guerre avait lieu. Là, maintenant, dans le cadre du processus de paix, il indique qu'il souhaite que la France et l'Angleterre soient présents sur le sol ukrainien. Sauf que, pour que ce soit faisable, il faut que ça s'insère à l'intérieur d'un traité de paix. Le traité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à l'issue du cessez-le-feu, on va rentrer dans la négociation d'un armistice ou d'un traité de paix qui va faire une chose fondamentale, c'est-à-dire donner un statut de neutralité à l'Ukraine, tout en constatant l'amputation de toute la partie de l'Est du pays. Donc, la partie Est va être sous contrôle russe. L'autre partie sera neutre, garantie probablement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On mettra le long de la ligne de front, qui fait 1000 kilomètres. C'est long, oui. On mettra des forces d'interposition. Les deux parties ne souhaitent pas que ce soit des Européens. Donc ce sera sans doute des Chinois ou des Indiens ou des pays de ce genre qui vont venir sur la ligne d'interposition pour éviter que la violence recommence. C'est pas gagné parce que ni d'un côté ni de l'autre on accepte le statu quo. Et c'est dans ce cadre-là que se positionneraient des forces franco-britanniques, mais il faudrait encore que toutes les parties soient d'accord. Alors Zelensky est d'accord, mais pas les Américains et pas les Russes. Les Américains, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas d'une escalade où ils seraient entraînés, puisque la France et l'Angleterre sont membres de l'OTAN. Exactement, oui. Et les Russes n'en veulent pas précisément parce qu'ils sont membres de l'OTAN. C'est-à-dire que toute la guerre a pour but de ne pas avoir l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN. C'est pas en acceptant les Anglais et les Français en Ukraine, les Russes... Ce serait une sorte de cheval de Troie de l'OTAN. Voilà, ce serait une entrée de l'OTAN par la petite porte. Et ça, les Russes, naturellement, n'en veulent pas. Donc, on est dans une situation où les deux qui négocient, c'est-à-dire les Américains et les Russes, ne veulent pas de cette situation, mais ça n'empêche pas Emmanuel Macron de dire « bah non, mais c'est pas eux de décider, c'est à nous, si on veut, on va en Ukraine ». Bon, techniquement, il a raison. Si demain, Zelensky est toujours président de l'Ukraine et qu'il invite les Français et les Britanniques à venir en Ukraine, ils peuvent y aller. Mais est-ce que ça garantit la stabilité de l'ensemble? J'en doute. Est-ce que c'est une façon pour la France de peser sur la négociation et de se tailler un strapontin à cette table où on n'est pas admis? J'en doute aussi. Il y a d'autres choses que la France pourrait proposer pour calmer le jeu et rentrer dans une future architecture de sécurité en Europe que de dire on va continuer à se battre contre les Russes et cette fois on va rentrer en Ukraine. Je pense que le président fait fausse route.
Je pense que ça ne va pas aboutir, parce que ni les Américains ni les Russes n'en veulent. Ça ajoute à la confusion ambiante. Oui. Alors, au lieu de préparer la phase suivante, qui est la paix, et d'accompagner l'Ukraine occidentale vers le développement économique, vers la stabilité, ce genre de propos, de positionnement ne fait que creuser la division encore plus et continuer cette ambiance de guerre dont le président lui-même a parlé et qui, moi, me gêne profondément parce qu'on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre, mais comme vous le dites dans votre livre, c'est un engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Odile Jacob, on va marquer une courte pause, Pierre Lelouch, et puis se retrouver avec vous pour continuer de parler de ce dossier ukrainien et des choix parfois cocasses, pour ne pas dire autre chose, du président Macron. Si vous souhaitez poser des questions à notre invité ou réagir, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Pierre Lelouch, notre invité, ancien ministre, ancien député, spécialiste des questions internationales, qui est l'auteur d'Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, aux éditions Odile Jacob, un livre visionnaire, puisque vous avez été un des premiers à dire que cette guerre n'avait pas lieu d'être. Elle aurait pu d'ailleurs s'arrêter très tôt. Elle aurait pu même être évitée d'abord. Ce qu'il faut voir, c'est que elle a été préparée, si j'ose dire. La question de l'Ukraine se pose depuis 30 ans. Oui. L'un des problèmes que nous avons en Occident, c'est de ne pas avoir voulu regarder le problème en face. Quand on a eu la crise de 2014 avec l'invasion de la Crimée et le deuxième Maïdan, il y a eu un groupe qui s'est créé, sans les Américains, mais avec la France et l'Allemagne, pour essayer de gérer la suite et d'éviter la guerre. Oui. Donc il y avait les Ukrainiens, les Russes, les Français et les Allemands. Le drame, c'est que ni Merkel, ni Hollande, à l'époque, n'ont investi de capital politique pour peser sur l'issue. Qu'est-ce que c'était que la négociation à l'époque ? La négociation à l'époque, c'était les petits hommes verts russes se retirent. En échange, le Parlement ukrainien vote une loi qui va permettre à ces territoires de l'Est, c'est-à-dire la Crimée et le Donbass, d'abord de parler russe et d'avoir un minimum d'autonomie locale. Or, dans un pays qui était très multiethnique et c'est très complexe, l'Ukraine. Lors de l'indépendance, ils ont choisi au contraire de faire un gouvernement extrêmement centralisé. Donc, la partie russophone de l'Est, dans ces territoires qui avaient été conquis par Catherine II et que les Russes appellent la Nouvelle-Russie, dans ces territoires, les gens ont découvert tout d'un coup que les Russes partaient et qu'ils étaient maintenant sous l'autorité d'un gouvernement de Kiev, à l'autre bout, ukrainien. Donc ça s'est mal passé. C'est mal passé en Crimée, c'est mal passé dans le Donbass, et ça a fini par donner cette crise. C'est l'histoire que je raconte dans mon livre, oui, voilà, mais qui est fondamentale pour comprendre pourquoi on en est là. C'est bien ça. Et c'est cette histoire que Macron ne veut pas évoquer quand on lui dit que pour lui la guerre commence en 2022. Il ne veut pas remonter aux origines. Les origines sont très anciennes. Et encore plus anciennes. Mais le Donbass quand même, où des populations russophones ont été bombardées, maltraitées. Oui, il y a eu beaucoup de malheurs depuis ces années-là. Enfin, le fond du sujet, c'est que personne n'a investi de capital politique dans la solution. Et les accords de Minsk, bien sûr, qui n'ont pas été pris au sérieux. Ça n'a pas été pris au sérieux. Alors les uns accusent les Russes de ne pas s'être retirés, les autres disent mais non, les Ukrainiens n'ont pas respecté, ils n'ont pas fait voter les textes qui étaient prévus dans les accords. Et donc il y a eu une dernière réunion juste avant le Covid, en décembre 2019 à l'Élysée, où là on trouve Macron, Zelensky, Poutine et Merkel, et c'est la première rencontre entre Poutine et Zelensky. Poutine est venu parce qu'on lui a fait croire ou il a cru que Zelensky allait mettre en œuvre les accords de Minsk. En fait, Zelensky ne pouvait pas le faire puisque dans les rues à Kiev, on a commencé à le traiter de traître s'il signait. Donc il n'y a pas eu de signature. Ensuite, il y a eu le Covid, et à la sortie du Covid, il y a eu la guerre. Alors, et là encore, il s'est passé quelque chose dont personne ne parle. C'est qu'à la fin de l'année 2021, donc juste avant le début de la guerre qui a eu lieu en février 2022, les Russes ont proposé 2 textes. Un à la signature des Américains, qui était une garantie que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, et l'autre à destination de l'OTAN et des Européens, qui était de redéployer les forces de façon à ce qu'il n'y ait pas qu'on rentre dans un autre système d'architecture où les forces sont moins au contact le long de la frontière russe. Du côté occidental, on a pris ces propositions
pour des ultimatums, puisqu'il y avait 150 000 hommes déjà côté russe qui enserraient l'Ukraine. Et donc on a ignoré ces textes. Mais on aurait pu, dès ce moment-là, éviter la guerre, si on avait simplement entamé une négociation, ce qu'on n'a pas fait. Ensuite, la guerre commence, et 15 jours après, 3 semaines après, les Russes et les Ukrainiens s'assoient à une table, mais cette fois-ci en Turquie, sous l'égide donc d'une médiation turque, et on arrive tout près à un accord. Au 15 avril, il y a même, je publie tout ça en annexe de mon livre, il y a même le communiqué qui annonce une situation de paix. Mais là, revirement de jurisprudence, Boris Johnson, qui est à l'époque le Premier ministre britannique, va à Kiev et dit « mais il ne faut pas signer avec les Russes, c'est un menteur, c'est un tueur, on va vous aider ». Il y a eu les images terribles de Boutcha et de Irpin, des massacres commis par l'armée russe, et tout d'un coup, on change. Et là, l'Amérique se décide à armer puissamment l'Ukraine, et donc on rentre dans ce que j'ai appelé une guerre par procuration, non déclarée, entre l'OTAN et la Russie. Donc on a commencé à envoyer beaucoup d'armes. Au total, on a quand même mis, vous savez, en Ukraine, on a quand même mis 130 milliards du côté américain, 130 milliards du côté européen, entre l'aide financière et l'aide militaire. Donc on a mis beaucoup d'armes. La fin de 2022 se passe assez bien pour les Ukrainiens parce que ils ont réussi à taper fortement l'armée russe qui recule. Et donc fin 2022, on prépare la grande offensive qui doit libérer les territoires. Et c'est à ce moment-là que le chef d'état-major américain, Mark Milley, qui n'est pas du tout un ami de Trump d'ailleurs, Mark Milley dit il est très improbable que les Ukrainiens réussissent à reconquérir ces territoires par la force. Bon. Et la chef du renseignement américain, Avril Haines, dit la même chose. Moi, j'écris la même chose. Il vaut mieux négocier maintenant que plus tard, parce que plus tard, ce sera plus compliqué pour les Ukrainiens, parce qu'on voyait bien que en cas d'échec de l'offensive, on allait rentrer dans une guerre qui ressemblera à la Première Guerre mondiale, qui est très coûteuse en vie humaine. Et c'est ce qui s'est passé. Avec davantage de pertes de territoire et une situation et alors, quelques mois plus tard, le chef d'état-major ukrainien, le général Zalouzny, dit la même chose. Il dit on est maintenant englué dans une guerre d'attrition qu'on ne peut pas gagner parce que les Russes sont 5 fois plus nombreux. L'Ukraine est tombée à 30 millions. Contre 145 millions, on ne va pas y arriver. On n'a pas assez d'hommes et pas assez de matériel. Et Zalouzny a été exfiltré à l'ambassade ukrainienne à Londres. Et viré par Zelensky. Trop d'ombre à Zelensky. Donc les deux généraux en chef ont été ignorés par Biden d'un côté et Zelensky de l'autre. Et la guerre a continué avec ce résultat atroce qui est que on en est à 1 million de morts et de blessés, au moins, des deux côtés. C'est dans une guerre épouvantable qui est un mélange de Première Guerre mondiale, mais avec des drones. Donc, dès que vous bougez un doigt, vous recevez une bombe sur la tête. C'est épouvantable. Ça fait des mois que je dis qu'il faut arrêter le massacre. Et là, je suis très trumpien, il a raison. Il faut arrêter ce massacre, ça n'a aucun sens. Essayer de trouver une solution durable, où, alors évidemment, ça va être une partition de l'Ukraine, c'est pas bien, c'est clair qu'il aurait mieux valu une fédéralisation de l'Ukraine plutôt qu'une partition, mais on est dans la partition maintenant, on rentre dans un truc qui va ressembler à l'américain. Les Européens sont en dehors du jeu. Mais on va vers une solution à la coréenne, Corée du Nord, Corée du Sud, une ligne, un no man's land entre les deux, où il faudra mettre des forces d'interposition dans un premier temps. Et nous, Européens, on va devoir payer la note. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Comment les Européens peuvent accepter d'être humiliés de la sorte ? C'est-à-dire que cette guerre a été voulue, préparée par les Américains d'un côté, et les Russes de l'autre. On les a suivis. On les a suivis, c'est comme un seul homme. Quand les Américains disent c'est pas à nous de payer, nous on va récupérer notre argent avec les mines, les terres rares, et ce sera d'ailleurs une garantie de sécurité pour l'Ukraine. Je vous interromps sur les terres rares. Ouais, on en reparlera. Les terres rares, c'est très drôle, parce que faut savoir que le 13 juillet 2021, l'Ukraine avait déjà signé ces terres rares avec l'Union européenne. Et donc là, ils les ont vendus deux fois. Une fois à l'Europe, et cette fois-ci, ils les vendent aux États-Unis. Et les Européens continuent de se faire humilier, et plutôt que de dire aux Américains, c'est vous qui avez provoqué ce chaos, c'est à vous, comme dirait Gabriel Attal, tu casses, tu répares, tu salues, tu nettoies, c'est à vous de réparer, de nettoyer. Ils ont pas mal cassé, parce que ça remonte en effet. Et là, plutôt que de faire ça, les Européens vont payer la note et s'engager dans un processus dangereux de potentiel. Très problématique. Oui.
Tout remonte toujours à cette histoire d'élargissement de l'OTAN, et notamment au sommet de Bucarest en 2008, où le fils Bush a dit qu'il voulait terminer son deuxième mandat avec l'extension au maximum de l'OTAN, c'est-à-dire Géorgie et Ukraine. Et là, Sarkozy et Merkel, non, faites pas ça, il y aura la guerre. Naturellement, ils ont été ignorés. Le communiqué dit, bon, ils rentrent pas tout de suite, mais ils vont rentrer. Et donc, pour les Russes, c'était 4 mois après, vous avez eu la guerre en Géorgie. Et puis, 2 ans après, ou 6 ans après, vous avez eu le Maïdan et puis l'occupation de la Crimée. Donc, tout ça, c'est l'histoire d'une catastrophe annoncée. C'est ce que je raconte dans mon bouquin. C'est malheureusement, tout ça est écrit. Avec une vision très idéologique de la Russie, ennemie continentale permanente. Ce qui est une aberration, parce que c'est d'abord, la Russie, elle va pas déménager, c'est un pays qui est à côté de nous en Europe, et il va bien falloir un jour ou l'autre retisser des liens, parce que c'est dans notre intérêt. Ce que font les Américains actuellement, mais pas les Européens. On va parler des sanctions dans un instant. On va marquer une courte pause et puis se retrouver avec vous en plateau. Et si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Moulin, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Pierre Lelouch, auteur de Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde aux éditions Odile Jacob, pour parler de cette crise ukrainienne, guerre qui n'en finit pas parce que les Européens ne veulent pas de la paix, on a l'impression. Quel intérêt de vouloir faire capoter le rapprochement de 2 puissances nucléaires comme la Russie et les États-Unis, qui seraient prêts à se mettre d'accord dans une situation qui, si elle perdure, va coûter encore beaucoup en vie humaine et à l'issue incertaine, qui pourrait être une guerre nucléaire. Pourquoi vouloir absolument faire capoter ces pourparlers, parce que c'est l'impression que ça donne quand on voit les gesticulations d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer et des Monsieur autres. Poulain, vous soulevez la question de fond que je soulève depuis longtemps, moi aussi, et j'ai toujours pas de réponse. On fait la guerre, on veut que la guerre continue, on souhaite que vous savez la formule aussi longtemps que nécessaire. Oui. C'était la mantra de l'OTAN, des Américains, ça le reste, oui. des ministres français qui vont dire on soutiendra aussi longtemps que nécessaire. Ok, voilà notre carte de crédit, vous dépensez de l'argent et vous déciderez quand vous jugerez que c'est bon qu'on arrête. Bon, c'est déjà une posture assez étrange de donner sa carte de crédit, sa couverture militaire pour une sortie qu'on ne connaît pas. Et depuis le début de cette guerre, je me dis, mais quels sont les objectifs politiques et stratégiques que nous souhaitons ? Les uns, c'était on va reconquérir le territoire, les autres, c'était il faut casser l'ADN militaire et impérialiste de la Russie, donc il faut que Poutine s'en aille. On a entendu tout ça. Mais aujourd'hui, on fait quoi ? À quoi ça sert ? On a une voie qui est celle de la négociation, qui est dirigée par les États-Unis. Derrière, il y a quelques États européens qui sont du même avis. La Hongrie, la Slovaquie, l'Italie aussi, probablement l'Espagne, mais qui le disent pas trop. Et puis de l'autre, vous avez le club dit des volontaires, dirigé par Macron et Starmer, qui dit non, on va continuer. Si les Américains s'en vont, nous, on va continuer à armer l'Ukraine parce que il faut que c'est notre première ligne de défense. Et là, Macron a acheté complètement le discours de Zelensky, qui consiste à dire que l'Ukraine, c'est pas seulement l'Ukraine, c'est toute l'Europe. Et que si jamais l'Ukraine est battue, le reste de l'Europe sera à portée de main de Poutine qui va attaquer le reste de l'Europe. Et on cite d'abord les États baltes ou la Moldavie et puis d'autres pays. Et donc, ça crée un climat anxiogène et de panique qui est en train de dégénérer. Quand j'entends le président polonais parler de faire une bombe atomique pour la Pologne, on est en train de rentrer dans une phase de délire général qui va ensuite entraîner les Allemands non seulement à réarmer massivement, parce qu'ils vont le faire, mais on commence aussi à dire, attendez, si on ne peut pas faire confiance aux anglo-français, peut-être qu'il faudrait une bombe aussi en Allemagne. Donc on est en train de... Après, c'est aussi pour faire pression sur la dissuasion nucléaire française en disant il faut la partager. C'est un peu les petits cailloux que est en train de semer Emmanuel Macron. Moi, j'ai rien contre l'idée. D'abord, c'est une idée ancienne depuis le général de Gaulle, Giscard, la dissuasion élargie, ils appelaient ça à l'époque. L'idée que les forces françaises et britanniques contribuent à la dissuasion générale en Europe ne me choque pas, c'est même utile. Maintenant, si on dit on va remplacer les Américains par une dissuasion européenne, alors c'est pas avec 4 sous-marins français et 1 ou 2 britanniques. Il va falloir augmenter considérablement la taille de cette dissuasion, parce que pour l'instant, avec nos 290 armes, on protège 70 millions de Français, mais si le but c'est de protéger 450 millions d'Européens,
contre plusieurs milliers d'armes russes, il va falloir augmenter le niveau des dépenses là aussi, plus des armes conventionnelles. Parce qu'on a appris dans la guerre d'Ukraine que la seule possession de l'arme nucléaire ne vous protège pas contre le risque de guerre à vos portes. Donc on est parti pour un réarmement de toute façon indispensable, mais aussi pour la reconstruction de l'Ukraine qui sera laissée à notre charge. Les Américains vont prendre leurs terres rares et vont dire aux Européens, maintenant vous reconstruisez. Et reconstruire, c'est entre 700 et 1000 milliards d'euros. Alors, mais avec des intérêts pour les entreprises françaises qui vont participer à la reconstruction quand même. Là derrière, il y a quand même un intérêt économique immédiat. J'espère, bien sûr, mais il y aura surtout vous verrez beaucoup plus sur le BTP, vous verrez beaucoup plus de Turcs que de Français. Je crains. Mais enfin bon, il y a ce chantier qui s'ouvre. Il y a en plus la promesse de Madame von der Leyen, pour faire plaisir à Zelensky, d'inclure l'Ukraine très rapidement dans l'Union européenne. Avant 2030, elle a dit. Bon, allez expliquer ça aux agriculteurs polonais, aux agriculteurs français, vous allez voir comment vous serez reçus. Mais c'est ça. C'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un pont d'or qui est fait à l'Ukraine dans tout et surtout. Quand Zelensky vient à Paris, immédiatement des milliards sortent par magie promis par Emmanuel Macron, alors que dans le même temps, François Bayrou explique qu'on n'a plus les sous, qu'on est endetté à je ne sais pas combien, qu'il va falloir revoir l'âge de la retraite, revoir la protection sociale. En Grande-Bretagne, c'est la même chose. Keir Starmer qui veut baisser les aides sociales et qui continue, c'est un pacte de 100 ans avec l'Ukraine que les Anglais ont signé. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir une fatigue des opinions publiques, comme il y a eu aux États-Unis, qui a profité à Donald Trump de dire ça suffit, notre argent ne doit pas aller systématiquement à l'Ukraine. Est-ce que ça risque pas d'arriver aussi en France et en Grande-Bretagne ? Aux États-Unis, en tout cas, le tournant a été pris. On est vraiment maintenant dans une optique qui est plus du tout celle de 1945 ou même de 1918. On est de retour à l'Amérique du 19e siècle, qui était à la fois nationaliste, isolationniste, protectionniste et même impérialiste. Donc on est de retour avec c'est une autre Amérique qu'on a à côté de nous. Maintenant, qu'est-ce que ça fait en Europe ? Il y a dans ce qu'on appelle le petit peuple, les gueux, ils aiment pas qu'on mette notre argent dans des causes qui sont pas immédiatement urgentes. Surtout quand on explique qu'on n'a pas d'argent, on va trouver 2 milliards. Mais moi, l'ancien parlementaire qui est devant vous se pose la question, qui c'est qui les a votés, ces 2 milliards ? Personne. Où sont-ils ? Où est-ce qu'ils sont pris ? Si c'est pour les prendre dans le budget de défense alors qu'on a besoin de réarmer, c'est pas nécessairement une bonne idée. Si c'est vider nos arsenaux, à un moment il faut au contraire qu'on les remplisse, c'est problématique. Donc le pire étant que cette posture ne va pas permettre à Macron et à Starmer d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire d'être assis à la table des négociations avec les Russes et les Américains. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire à quoi sert tout ça ? Puisqu'au final, il n'y a toujours pas plus de respect du côté américain. Les Américains, eux, décident de revoir les sanctions contre la Russie, de reprendre des discussions commerciales même, puisqu'il y a un marché énorme en Russie qui existe. Les Européens continuent de se couper de cette partie du continent qui était pourtant importante pour l'économie allemande. Pour nous aussi. Vous savez combien d'argent on a abandonné en Russie ? Des milliards qui ont été perdus. 25 milliards d'euros d'abandonnés. On était le premier employeur de Russes en Russie, on avait 350 000 emplois. Mais c'est de la fou. Pourquoi ? Donc, alors, ça peut se comprendre. On avait des fusées russes qui partaient de la Guyane française, de Kourou. Ouais. Tout ça s'est arrêté. Et puis on a substitué, on a changé de fournisseur puisqu'on n'achète plus de gaz russe, on achète maintenant du gaz naturel liquéfié américain 4 fois plus cher. Donc il y a dans tout ça des choses que j'ai du mal à comprendre, ne sont pas très cohérentes. Peut-être qu'il serait temps pour la France, plutôt que d'insister sur le côté il faut armer encore et préparer la guerre suivante, je crois qu'il serait plus intelligent peut-être d'essayer de réfléchir à quelle pourrait être l'architecture d'ensemble de l'Europe, sachant que les Américains veulent sortir. Alors, tant qu'il y avait l'OTAN avec des Américains présents, on était encore dans l'ancien monde, mais si on suppose que les Américains, comme ils veulent, se retirent progressivement, qui est pas 80 000 GI américains, mais peut-être une présence plus symbolique, comment est-ce qu'on s'organise ? Et comment on s'organise aussi avec les Russes ? C'est ça la question de l'architecture. Or, dans l'histoire des relations avec la Russie, pendant la guerre froide, il y a eu une période de détente où beaucoup de
de traités de limitation des armements ont été signés. En matière de force classique, ça s'appelait MBFR. En matière de mesures de confiance, il y avait un processus d'Helsinki et il y a eu un accord d'élimination totale des armes nucléaires à moyenne portée. Rappelez-vous, les Pershing et les SS-20. Ça, c'était au début des années 80, il y a 40 ans. Tous ces accords ont été dénoncés, le plus souvent par les Américains, mais par les Russes aussi. Et du coup, on est dans un désert normatif en Europe. C'est ça qu'il faut réinventer. Et c'est ça, à mon avis, que devrait faire la diplomatie française. Essayer de construire un système où les gens se parlent, où on rétablit la confiance. C'est loin d'être le cas. Hein. Jean-Noël Barrot dit qu'il ne parlera pas à son homologue russe Lavrov s'il l'appelle. Et Emmanuel Macron n'est pas non plus dans une logique de discussion, alors que les Américains ont repris le contact. Moi, je suis pas M. Barrot, je suis beaucoup plus vieux que lui, mais j'ai vécu cette période de guerre froide. J'ai vécu la négociation avec les Russes, y compris sur les euromissiles à l'époque. C'était des progrès très considérables. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde déploie n'importe quoi en Europe. Il faut faire attention à ça. Donc, on a des intérêts russes qu'il faut prendre en considération. Comme l'avait dit au début de la guerre, d'ailleurs, Macron, il a été très critiqué pour ça, mais là-dessus, il avait raison. Prendre en compte les intérêts de sécurité de l'ensemble, des Européens et des Russes. Et là, vous pouvez essayer de comprendre, de construire ce que, à l'époque, Gorbatchev appelait la maison commune. François Mitterrand, bon, Dieu sait que je suis pas socialiste, mais là, il avait raison. Mitterrand voulait une confédération européenne. Pas nécessairement le maintien de l'OTAN et du pacte de Varsovie, mais pensait déjà à l'étape suivante où on pouvait regrouper l'ensemble des Européens à l'intérieur d'une confédération où on faisait attention au déploiement militaire, on avait des contacts politiques et économiques. C'est ça qu'il faut faire. Le problème du monde suivant, c'est qu'on a la Chine en face, on a des grandes puissances émergentes. Les Européens doivent s'organiser et stabiliser le continent. À mon avis, c'est ça que devrait jouer la France pour être à la table des négociations. Eh bien, on est loin du compte, hélas, pour le moment. On va à nouveau marquer une courte pause et puis se retrouver dans un instant avec vous, Pierre Lelouch, pour conclure l'émission et voir quelles sont les perspectives pour cette crise ukrainienne. À tout de suite sur Sud Radio. Sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour parler de cet engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. C'est le livre de Pierre Lelouch aux éditions Odile Jacob. On voit bien qu'il y a une cristallisation qui commence à se faire autour de la personne de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui n'est plus qui est président, mais qui aurait dû se soumettre à des élections qu'en temps de guerre il a décidé d'interrompre. Les Russes souhaitent qu'il parte. Ils demandent d'ailleurs des élections sous l'égide de l'ONU. En Ukraine. Donald Trump l'a humilié dans le bureau ovale en expliquant qu'il disait pas assez merci et que ça suffisait. Et lui aussi a été clair en disant je pense que ce serait bien d'avoir des élections et d'écarter Monsieur Zelensky des négociations. Mais il a son fan club, évidemment, en Europe, dont on parlait, Keir Starmer, Emmanuel Macron et certains. Est-ce que en Ukraine, il y a aussi une pression qui se fait? On parlait de Zaloujny, ce chef d'état-major qui a été exfiltré vers Londres. Est-ce qu'il y a d'autres voix en Ukraine qui appellent à des élections? Il y a toute l'ancienne classe politique, Poroshenko, l'ancien président, Timoshenko, Madame Timoshenko avec ses fameuses tresses qui étaient Premier ministre, donc les classiques du système politique qui naturellement veulent des élections. Je pense qu'il y aura des élections. Les Russes depuis le début veulent en finir avec le régime Zelensky qu'ils considèrent comme étant totalement otanien, occidentalisé, etc. Mais au-delà des Russes, je crois que maintenant, il y a, de toute façon, dès qu'on va rentrer dans une phase de cessez-le-feu un peu prolongée, le moment viendra pour de nouvelles élections en Ukraine. Et on va voir ce que ça donne. En général, les gagnants de guerre ne sont jamais récompensés par l'opinion publique. Rappelez-vous Churchill ou De Gaulle ou Clémenceau. Je ne sais pas s'il faut comparer Zelensky et Clémenceau. Ce qui est sûr, c'est que Zelensky a été un formidable vendeur. C'est un acteur. Et il a été un formidable vendeur pour faire en sorte que l'Ukraine soit complètement dans notre écran radar et que ce soit pas une affaire passée sous silence. Il a réussi à vendre l'idée que le sang ukrainien coulait pour nous, que nous on était dans un sofa en train de boire la bière et de regarder le match à la télévision, et donc il fallait payer. Donc, il nous a eu sur cette idée de culpabilité collective des Occidentaux
qui font qu'un petit pays comme l'Ukraine verse le sang pour les défendre eux. Cette idée a percolé dans tous nos médias, et on a pris comme fait et cause le fait que c'était Churchill contre Hitler, que Hitler allait dévorer l'Ukraine comme la Tchécoslovaquie, qu'après on les aurait à Paris ou à Londres. C'est pas du tout la même histoire, mais peu importe, c'est ce qui est rentré dans les têtes. Et donc, ça donnait une espèce de normalité à l'idée qu'il fallait leur donner des armes, il fallait leur donner de l'aide économique. Et on a mis énormément d'argent. Bien sûr, l'Europe a mis 130 milliards, c'est pas rien. La France, 40 milliards. Non, la France n'a pas mis 40 milliards. On est un des plus faibles donateurs. Et vous savez pourquoi, M. Poulain ? Parce qu'on n'a pas un rond. Ah oui, mais 2 milliards qui sortent oui, mais on a donné... oui, mais c'est 5 ou 6 milliards. 3 milliards l'an dernier, encore... Oui, ça fait 5. Avec aussi le budget européen que nous payons et qui passe aussi en Ukraine. Si on cumule tout ça, ça peut faire jusqu'à... Ça fait de l'argent, mais les Allemands ont donné bien plus que nous, les Américains aussi. Enfin, toujours est-il qu'il y a beaucoup d'argent, que pour en venir à Zelensky, il a su admirablement faire exister l'Ukraine dans à peu près tous les parlements du monde, dans de la Mostra de Venise au festival de films, il était partout en train de vendre avec son treillis, etc., jusqu'à un pont trop loin, comme on dit, à la Maison Blanche, où il est arrivé toujours en treillis militaire pour dire aux Américains que ils le savaient peut-être pas, parce qu'il y avait cet océan le bel océan qui les séparait des Russes, mais que tôt ou tard ils auraient un problème avec les Russes là-dessus. Et là, naturellement, Trump s'est un tout petit peu énervé en lui disant laissez-moi gérer le truc, vous n'avez pas les cartes, vous êtes en train de perdre la guerre, vous n'allez pas nous entraîner dans une troisième guerre mondiale. Ça a été hyper violent. Mais pour comprendre cette scène du bureau ovale filmée volontairement par Donald Trump, qui dit ça fera un great TV moment, il faut comprendre aussi qu'il y a un passif entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Est-ce que vous pouvez le rappeler ? Une vieille histoire qui remonte à l'époque où Biden était vice-président d'Obama, responsable de l'Ukraine. Et c'est une période faste où son fils s'est, comme par hasard, trouvé engagé par une société de gaz ukrainienne et gagnait plusieurs millions de dollars par an juste pour avoir... Biden, embauché par Burisma, et qui gagnait jusqu'à 70 000 dollars par an. Quand Trump est devenu président... Zelensky venait d'être élu et il y a eu cette fameuse conversation téléphonique où Zelensky demande des missiles anti-char Javelin. Trump lui dit je veux bien vous filer les missiles, mais en échange il faudrait que le procureur de Kiev fasse la lumière sur les activités de Hunter Biden. Et ce qui s'est passé, c'est que cette conversation, comme toutes les conversations officielles, il y a des agents de la CIA, il y a du NSC, enfin il y a plein de gens qui écoutent la conversation pour garder les traces dans les archives. Et un des écouteurs de la CIA a trouvé que c'était scandaleux, ce chantage, et l'a dénoncé au Congrès, qui du coup a déclenché la première procédure de destitution contre Trump, qui n'a pas du tout apprécié la blague. Ça n'a pas été trop loin, puisque le Sénat était républicain, donc ça n'a pas été voté. Mais il y a eu une procédure de destitution. Donc Trump n'a pas beaucoup d'affect pour Zelensky. Ouais, c'est clair. Et maintenant, Zelensky, il est dans une situation où il doit se transformer d'acteur, de vendeur en homme d'État qui est capable de gérer une négociation. Parce qu'il y a un autre versant dans cette histoire. Certes, la partie russophone, le Donbass, va être sous contrôle russe, mais l'autre partie, la partie principale de l'Ukraine, les 80% qui restent, ceux-là vont être épaulés par les Européens et ont un autre destin, qui est cette fois-ci d'appartir au monde occidental. Les Russes ne pourront pas l'empêcher, parce que les Russes n'ont pas tout gagné dans cette affaire. Ils n'ont pas gagné toute l'Ukraine, ils ont gagné 20%. Le reste, si nous l'accompagnons, peut avoir un destin aussi réussi que l'Allemagne fédérale qui était divisée, que la Corée du Sud qui est toujours divisée, voire de la Finlande qui a été aussi occupée en partie par les Russes, ou l'Autriche. Donc il y a une autre histoire, et plutôt que d'accompagner l'Ukraine vers le succès économique et la stabilisation politique, on est en train de dire non, il faut la transformer en porc-épic. C'est la formule de von der Leyen, il faut l'armer jusqu'aux oreilles. Et l'idée d'un État surarmé, politiquement instable et économiquement dévasté, c'est pas franchement ça qu'il faut arriver à faire. C'est un retardement en réalité qu'on est en train de évidemment, créer. c'est tout l'inverse, c'est d'essayer de dire ok, pour l'instant il y a une séparation
que nous ne reconnaîtrons pas sur le plan juridique. Et un jour, la réunification se fera comme elle s'est faite en Allemagne. Mais elle se fera sur quoi? Sur la base du succès économique et politique de l'Ukraine. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En 2004, j'étais président de l'OTAN, de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et à ce titre, j'ai fait une visite officielle à Kiev. Et j'ai rencontré à l'époque le jeune président Yushchenko, pro-européen, pro-OTAN, qui avait été, rappelez-vous, le grêlé, là, qui avait été empoisonné par le FSB. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je veux rentrer dans l'OTAN. À une époque où l'opinion publique ukrainienne n'était pas partie, il voulait rentrer en Europe, pas dans l'OTAN. Et j'ai dit, Monsieur le Président, il faut d'abord stabiliser l'Ukraine avant de parler d'OTAN. Essayons de lui donner ses chances sur le plan politique et économique. Mais voyez, le drame était déjà inscrit en 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans. Bien, merci beaucoup Pierre Lelouch d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez en savoir plus, le livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde aux éditions Odile Jacob, pour comprendre ce dossier ukrainien. On va rendre l'antenne et vous allez vous retrouver avec Brigitte Lahaie qui va parler de jalousie, d'emprise, de possession, de haine. Voilà ce qu'on peut voir aussi dans la guerre en Ukraine. Et c'est avec Brigitte Lahaie sur Sud Radio tout de suite dans un instant. Merci beaucoup.